Bonjour à tous. Nous sommes de retour avec l'ambassadeur Chas Freeman, ancien secrétaire adjoint à la défense des États-Unis et ancien ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite, qui va nous donner son point de vue sur la situation actuelle des affaires mondiales. Monsieur l'ambassadeur Freeman, bienvenue à nouveau. Manita Pascal. Ravi d'être avec vous. Commençons par une actualité toute récente, du moins au moment où nous parlons aujourd'hui, le 12 décembre pour moi et le 11 décembre pour vous. Les États-Unis viennent de saisir un pétrolier au large des côtes du Venezuela. Pour moi, c'est une escalade assez marquée par rapport à la situation précédente, tant sur le plan des relations internationales que de ce qui se passe au Venezuela. Comment interprétez-vous cet acte? Comme c'est souvent le cas à notre époque, les médias américains se concentrent entièrement sur l'aspect pragmatique de cette affaire, à savoir qu'il s'agit d'une intensification de la pression contre Nicolás Maduro et le gouvernement du Venezuela. Mais d'autres, moi y compris, la considèrent avec une certaine consternation, car c'est essentiellement un acte de piraterie. C'est la saisie d'un navire sans raison valable. Une justification juridique fragile a été avancée. Le navire aurait été impliqué dans le transport de pétrole vers le Liban depuis l'Iran, avec une prétendue implication du Hezbollah, et ainsi de suite. Et cela le placerait donc sous le coup des sanctions américaines. Mais les sanctions américaines sont unilatérales. Elles n'ont aucune valeur au regard du droit international. Elles ne justifient pas la saisie du navire, et encore moins la confiscation de la cargaison, que le président Trump a indiqué être le résultat probable. C'est donc une escalade contre le Venezuela. C'est aussi un acte totalement illégal au regard du droit international. Et c'est un rappel, si nous en avions encore besoin à ce stade de l'histoire, que les Nations Unies ont été fondées sur l'hypothèse que les 5 membres permanents et les autres membres du Conseil de sécurité feraient respecter la Charte et le droit international, et non qu'ils en exonéreraient leurs États clients, ni qu'ils ignoreraient le droit international lorsqu'il s'agit de leurs propres actions. Bien sûr, je suppose que le génie de cette conception visait principalement à prévenir les guerres entre les membres permanents du Conseil de sécurité et ceux qu'ils avaient vaincus pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon. Mais il a été démontré ces dernières années qu'il n'y a absolument aucune attention, en particulier de la part des États-Unis, portée aux détails du droit international que nous ignorons et violons à notre guise. Pouvons-nous peut-être aussi parler du contexte plus large, à savoir que le transport maritime en général est désormais manifestement une cible de guerre. Je veux dire, ce navire a d'abord et avant tout été saisi dans les eaux internationales, ce qui même en tant qu'acte unilatéral ne peut en réalité pas être fait, du moins pas selon les règles actuelles. Il existait avant le 19e siècle un concept de tribunaux des prises, etc., où les États se saisissaient mutuellement de leurs navires, mais cela était déjà considéré comme un acte de guerre. Et maintenant, nous voyons que d'autres pétroliers de la soi-disant flotte fantôme, qui n'en est pas vraiment une, ce sont simplement des navires non assurés par les Britanniques, des tankers qui transportent du pétrole depuis et vers la Russie, sont attaqués par des drones ukrainiens en haute mer. Je veux dire, tout cela est extrêmement problématique, puisque ce sont essentiellement des eaux internationales qui doivent rester ouvertes à tous. Eh bien, c'est précisément pour cela que j'ai mentionné la Charte des Nations Unies et le droit international, parce que la Charte des Nations Unies et le droit international ont, en grande partie, été mis en pièces. On les invoque lorsqu'il s'agit de présenter des arguments juridiques dans des circonstances particulières. Par exemple, les États-Unis, bien qu'ils n'aient pas ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
s'y réfèrent à plusieurs reprises dans le contexte de la mer de Chine méridionale. C'est parce qu'ils peuvent y trouver des clauses qui semblent appuyer les arguments américains contre le comportement de la Chine ou d'autres pays. Bien sûr, nous agissons de manière sélective. Le Vietnam fait exactement les mêmes choses que la Chine, mais on n'en parle jamais. Nous ne critiquons que la Chine. Je pourrais ajouter que vous êtes au Japon et qu'il y a une île, ou plutôt un tas de rochers, appelé Okinotorishima, perdu au milieu de nulle part. Le Japon s'en sert parce qu'il y a une structure habitée dessus, comme base pour revendiquer une zone économique exclusive sur une vaste partie du Pacifique. Et cela est, bien sûr, totalement incompatible avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Mais tout le monde sélectionne les éléments du droit qui arrangent pour justifier ce qu'il veut démontrer. En réalité, la seule action contre des navires que j'ai vus récemment et qui soit conforme au droit international, ce sont les attaques yéménites contre les bâtiments à destination d'Israël. Elles sont menées sous l'autorité de la Convention sur le génocide, qui impose à tous les pays le devoir positif de faire tout ce qu'ils peuvent pour prévenir un génocide. Mais bien sûr, les États-Unis ont en fait dépensé $1 milliard pour tenter de soumettre le Yémen afin de protéger Israël et d'empêcher ses attaques contre la navigation. Cela n'a pas fonctionné. Et maintenant, comme vous l'avez indiqué, nous voyons des attaques contre la navigation dans de plus en plus de contextes. Et tout le tissu juridique qui protégeait autrefois ce type d'interaction entre États a été abandonné. Est-ce que cela, selon vous, est aussi un indicateur du déplacement du pouvoir et de l'escalade? Vous savez, dans un système stable, des actes de ce genre, qui enfreignent fortement les normes, en particulier le droit de la mer, sont tout simplement moins probables. Nous n'en avons pas vu depuis environ 30 ans. Je veux dire, l'exemple que vous avez donné avec le Japon, Takeshima et d'autres, est en un sens classique, car les Philippines se posent des questions similaires à celles de la Chine, à savoir si les îles génèrent une zone économique exclusive, tandis que les rochers et autres formations n'en génèrent pas. Donc cela reste encore dans les limites de ce à quoi nous sommes habitués lorsque les pays défendent leur position. Mais saisir des navires et les faire exploser en haute mer pour l'Ukraine et d'autres, c'est nouveau, n'est-ce pas? Ou du moins, c'est nouveau depuis les 30 ou 40 dernières années. Oui, nous traversons une période de rupture des normes mondiales. C'est intéressant que vous mentionniez cela. Les différentes revendications en mer de Chine méridionale, entre autres. Bien sûr, il y a eu un tribunal arbitral de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a examiné la question précisément, uniquement la question, de savoir si des îles à peine habitables ou seulement artificiellement habitables pouvaient générer une zone économique, par opposition à une mer territoriale, ce qu'elles peuvent faire. Et, bien entendu, le tribunal n'avait aucune autorité pour statuer sur les questions de souveraineté, mais sa conclusion a été déformée pour laisser entendre que la Chine n'a aucune revendication légitime de souveraineté. Peut-être que c'est le cas, mais le tribunal arbitral n'a pas abordé cette question. Et donc nous avons, comme je l'ai mentionné, Okinotorishima, qui est aussi un atoll, comme l'atoll Johnson des États-Unis, que les États-Unis affirment générer une ZEE, alors que ce n'est pas le cas. Je veux dire, il n'y a personne là-bas. Ce n'est pas habité. Ce n'est pas habitable, sauf par des moyens entièrement artificiels. Nous avons donc ici une défaillance du droit, où celui-ci est simplement utilisé comme un outil de polémique, et non respecté comme une orientation pour l'action. Je veux souligner que le summum de cela se trouve vraiment dans la dernière stratégie de sécurité nationale des États-Unis, qui bien sûr n'est pas une stratégie.
C'est un ensemble de déclarations contradictoires et d'éloges adressés au président Trump pour ses efforts de pacification et d'autres choses. Mais cela affirme essentiellement un droit des États-Unis, selon un corollaire de Trump à la doctrine Monroe, d'ignorer la souveraineté de chaque pays de l'hémisphère occidental, tout en exigeant que tous les autres pays respectent la souveraineté américaine. Et nous voyons cela se manifester avec les meurtres commis en mer au large du Venezuela, où la marine américaine tue des personnes sur la base de soupçons très fragiles, sans preuves produites, sans procédure régulière. En tout état de cause, le fait de tuer des personnes transportant de la drogue n'est pas justifié par le droit international. La procédure normale dans nos propres manuels, comme dans les conventions internationales, consiste, si l'on soupçonne le transport de contrebande, à monter à bord du navire et à le fouiller. Et si c'est de la contrebande, vous pouvez la confisquer et engager des poursuites contre ceux qui la transportent. Mais vous ne pouvez pas simplement les tuer, surtout pas après en avoir déjà tué la plupart. 2 d'entre eux s'accrochaient à des débris, ayant survécu à la première attaque pendant 45 minutes. Dans ces circonstances, il existe une obligation positive en droit international de porter secours aux survivants, non de les assassiner. Cela a d'ailleurs été appliqué dans une affaire célèbre, où un capitaine de sous-marin allemand n'avait pas secouru des survivants pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense donc que nous assistons à un effondrement complet du tissu de l'ordre international auquel nous étions habitués. Oui, et je veux dire, je suis vraiment content que tu soulignes cela. Même si toutes les accusations que les États-Unis ont portées contre ces civils dans les Caraïbes étaient vraies, même si tout cela était vrai, le meurtre de ces personnes resterait illégal au regard du droit international et même du droit interne américain. Et surtout, tuer les survivants, c'est atroce. Ce qui m'étonne, c'est que les médias américains qualifient encore cela de violation présumée de la loi, comme si quelqu'un tirait une balle dans la tête d'une personne dans la rue et qu'on parlait ensuite d'un meurtre présumé. Non, je veux dire, je pense que la presse se comporte de manière totalement et scandaleusement irresponsable. Elle agit simplement comme un scribe du gouvernement, plutôt que comme des journalistes indépendants. Puis-je poser une question à propos de ces stratégies de sécurité nationale? D'un côté, c'est intéressant, car elles contiennent aussi des éléments véritablement désescalatoires, notamment en ce qui concerne la Russie et la Chine. De l'autre, au même moment, on voit que le Congrès travaille actuellement sur un projet de loi qui rendrait impossible pour les États-Unis de réduire la taille de leurs troupes en Europe et qui, par la loi, obligerait le président américain à ne pas abandonner le commandement, la direction militaire de l'OTAN. Comment s'appelle-t-il déjà? Sa sœur, le commandant suprême des forces alliées de l'OTAN, n'est-ce pas? Alors que bien sûr les États-Unis exigent 5%, je veux dire 5% du PIB, que les membres de l'OTAN devraient fournir. Donc dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de changement dans la politique américaine envers l'Europe, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé, c'est que l'administration Trump, dans cette soi-disant stratégie, a transformé les alliés européens en auxiliaires dans la lutte contre la Chine. Autrement dit, les États-Unis n'ont pas besoin de prendre en compte les intérêts des Européens, ni de les consulter sur quoi que ce soit. Mais il est du devoir des Européens de soutenir les États-Unis contre la Chine, et aussi de suivre notre exemple dans la normalisation des relations avec la Russie, ce que je considère comme une chose positive. Mais les Européens ne semblent pas du tout enclins à emprunter cette voie. Il y a donc des aspects supplémentaires de cette situation qui sont tout à fait extraordinaires.
D'un côté, les États-Unis, en réaffirmant la doctrine Monroe, revendiquent une exemption de toute intervention des Européens dans l'hémisphère occidental ou de toute influence sur la politique américaine. Mais en même temps, ils affirment le droit d'intervenir dans la politique européenne pour promouvoir les intérêts de forces populistes de droite, comme l'Alternative für Deutschland. Je n'ai rien contre l'Alternative für Deutschland. Je ne suis pas d'accord avec sa position xénophobe et anti-immigration, mais elle a en réalité des positions sensées sur les relations de l'Allemagne avec la Russie et sur la guerre en Ukraine, qui, vous savez, ne sont pas bellicistes. Vous savez, je trouve intéressant que les Allemands soient à ce point effrayés par leur ombre historique qu'ils semblent incapables de raisonner. Ils doivent suivre le mouvement en Europe. Et la foule, même si la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, semble être principalement dirigée depuis Londres, avec Paris qui tente parfois de s'insérer dans le dialogue, sans vraiment y parvenir. Mais enfin, vous savez, je pense que l'Europe est franchement en désordre, avec un leadership très faible et des politiques contre-productives qui affaiblissent plutôt qu'elles ne revitalisent. Et je sais, comme vous le savez, je crois que nous en avons déjà parlé, l'Australian Strategic Policy Institute, un institut qui suit 64 domaines de la science et de la technologie pour déterminer quels pays sont en tête, affirme désormais que la Chine est en avance dans 57 catégories, la Corée du Sud dans 2 et les États-Unis dans 5. Et la dynamique est du côté de la Chine. L'Europe ne figure pas sur cette liste. Vous savez, c'est vraiment extraordinaire, étant donné que Francis Bacon et d'autres ont été les fondateurs de la méthode scientifique moderne, et que l'Allemagne, en particulier avant les années 1930, était le leader incontesté de la science et de la technologie dans le monde. Votre propre pays, la Suisse, possède un remarquable passé d'innovation, et pourtant, l'Europe ne fait pas ce qu'il faut pour rester compétitive. Bien au contraire. Elle se coupe des ressources russes, qui sont essentielles à sa compétitivité. Ce n'est pas elle qui a fait sauter Nord Stream 2, je pense que ce sont les Américains. Mais malgré tout, il n'y a eu aucune protestation de la part de l'Europe à ce sujet, pas même de l'Allemagne. Je veux dire, le chancelier est allé à Washington et est resté silencieux pendant que Biden vantait les mérites de la perte du gaz russe pour l'Allemagne. Et vous savez, j'ai pensé que c'était le comble de l'humiliation. Lorsqu'un chancelier allemand se tient à côté d'un président américain et se fait essentiellement dire « Nous ferons sauter cette infrastructure à notre guise ». Mais ensuite, les Européens sont arrivés, tous se précipitant à Washington pour s'asseoir devant le bureau du président américain et se faire photographier. Je crois que seule Mélanie a compris qu'elle était humiliée. Les autres semblaient heureux de s'asseoir au bureau du patron. C'est comme si l'Europe, à ce stade, méritait l'humiliation parce qu'elle l'invite. Je me demande simplement combien de temps il faudra avant qu'ils ne s'en rendent compte. L'Europe ne propose aucune idée. Elle se contente d'en demander davantage, toujours dans la même direction. Elle est favorable à la poursuite de la guerre en Ukraine, sans aborder la question de la manière d'aider les Ukrainiens à survivre et à reconstruire leur pays d'une façon qui serve leurs intérêts nationaux. Elle ne propose aucun dialogue. En réalité, elle ne mène aucun dialogue avec la Russie. Elle laisse cela aux proches, les partenaires d'affaires et le gendre de Donald Trump. J'ai remarqué, de manière intéressante, que Vladimir Poutine, après la dernière séance de 5 heures avec Witkoff et Kushner, a déclaré « Vous savez, je veux maintenir ce canal ouvert, car je veux un canal vers Donald Trump. Mais cette question de la paix en Ukraine ne sera résolue que par Sergei Lavrov et des diplomates professionnels. » C'était, en quelque sorte, une déclaration du type « J'aime bien parler avec Witkoff et Kushner, mais au final, cela ne mènera à rien. »
in the end, that's not going to produce anything. Je veux dire, Vladimir Poutine a également déclaré qu'il préférerait en réalité résoudre cela sur le champ de bataille, mais que si cela pouvait l'être à la table des négociations, il le ferait certainement. Mais le processus, évidemment, n'est pas de nature à aller dans le sens de ce que les Russes attendraient. C'est-à-dire, vous savez, un processus sérieux, groupe de travail par groupe de travail. Je veux dire, vous, en tant que diplomate, pouvez-vous peut-être nous dire ce que cela impliquerait? Combien de personnes seraient concernées et combien de questions ces groupes devraient-ils aborder? Je veux dire, ce serait énorme, n'est-ce pas, si l'on essayait vraiment de le faire sérieusement. Well, it would be extremely complicated because there are multiple Eh bien, interests that have to ce serait extrêmement be, compliqué, brought into car il y a de multiples intérêts qu'il faut concilier avec la solution que vous proposez. deal with the issue Il faut traiter la question de l'Ukraine en tant que zone tampon et pont entre la partie russe de l'Europe et le reste de l'Europe. You have to deal Il faut également prendre en compte les préoccupations de sécurité de la Russie, ainsi que celles de l'Europe occidentale. the issue of Il faut aussi aborder la question des droits des minorités en Ukraine, which is what qui est à l'origine des troubles civils they started et a finalement conduit à l'invasion, je veux dire, après le coup d'État de 2014, les actions de la Rada visant à interdire l'usage du russe à des fins officielles, à brûler des livres russes, et ainsi de suite. official purposes. L'ensemble du programme bandériste en Ukraine a provoqué une rébellion dans l'est du pays, Agenda and ce qui a progressivement entraîné l'implication des Russes et a finalement conduit à la confrontation de la fin de l'année 2021 et à l'ultimatum russe. led to the Négocier avec nous ou nous devrons recourir à la force. ultimatum. Negotiate with us or we'll have to use force. And they were told, no, there will be no negotiation, so they did use force. Et on leur a dit non, il n'y aurait pas de négociation. That may be Alors ils ont eu recours à la force. Et vous savez, ça peut être encore une fois illégal. of the failure of Mais c'est un autre exemple de l'échec à la fois de la diplomatie et de la légalité dans ce cas, puisque l'Occident n'avait rien à offrir. if Et pourtant, je dirais qu'une chose très triste s'est produite aux États-Unis. La destruction essentielle de notre service diplomatique étranger et de sa compétence. C'est donc une raison de plus pour les Européens de prendre leur avenir en main. Et pourtant, je ne vois aucun dirigeant en Europe, je ne vois aucune diplomatie compétente émanant de l'Europe sur une question qui devrait être d'un intérêt vital pour tout le monde, pas seulement pour les Russes, qui continuent d'exiger des négociations et de dire, comme vous l'avez mentionné, que s'il n'y a pas de négociations, ils régleront cela sur le champ de bataille. and to say, as you said, Et ils le feront. negotiations will just settle this on the battlefield, which they will. Et vous savez, l'Europe aussi. Je veux dire, les diplomates ont tous disparu. La principale diplomate de l'Union européenne, la responsable politique de cette section, est Kaja Kallas. Et c'est vraiment triste. Et les États-Unis aussi. J'ai le plus grand respect pour les diplomates du département d'État qui ont produit de grands diplomates comme vous, comme l'ambassadeur Jack Matlock et tant d'autres. Je veux dire, l'ambassadeur Grew au Japon avant la Seconde Guerre mondiale, c'étaient des penseurs brillants en relations internationales qui comprenaient profondément ce à quoi ils étaient confrontés. Alors, qu'est-il advenu de tout cela? Aux États-Unis, vous venez de dire que le service a été démantelé. Qu'est-il arrivé au département d'État? Well, we're in an age in which, and the Eh bien, so-called nous vivons à une époque où, et la soi-disant stratégie de sécurité nationale le reflète clairement, le théâtre politique a remplacé la réflexion stratégique. Nous assistons donc à un flot constant d'accords de paix qui n'en sont pas vraiment, signés avec beaucoup d'apparat. trade flourishes. Vous savez, Donald Trump affirme avoir instauré la paix entre l'Inde et le Pakistan, ce dont je n'ai pas vu beaucoup de preuves, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, entre la Thaïlande et le Cambodge, qui ont recommencé à se bombarder, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, entre Israël et les Palestiniens. Où est la paix? Il y a des cessez-le-feu qui masquent les causes des guerres sans les traiter et qui ne sont ni acceptables ni durables pour les parties concernées. Alors, qu'est-ce que tout cela?
c'est du théâtre politique. Ce n'est pas un effort diplomatique sérieux. Il n'y a pas de Bismarck en vue pour le moment. There's no Bismarck out there at the moment. Je veux dire, c'est encore pire. J'ai parlé avant-hier avec Anuradha Chenoy de l'université Jawaharlal Nehru et elle a dit « Écoutez, c'est une insulte pour l'Inde lorsque les États-Unis affirment avoir négocié la paix, car la position de l'Inde est que le différend avec le Pakistan est bilatéral et qu'ils le régleront de manière bilatérale. Ils ne veulent pas d'un tiers dans cette affaire. » Donc, le fait que le président américain le prétende est à la fois une insulte et une offense. C'est donc extrêmement compétitif. Well, I think the injury is to Indian egos is all the Je pense que la blessure infligée à l'ego indien est d'autant plus grande que le Pakistan a réussi à flatter et à amadouer Donald Trump et à reconstruire une relation avec les États-Unis, qui était très mauvaise en quelque chose de proche. Pendant ce temps, bien sûr, les théories économiques farfelues de la Maison-Blanche ont entraîné des droits de douane sur l'Inde qui paralysent le commerce. Et maintenant, nous essayons de couper les exportations de pétrole russe partout, y compris vers l'Inde. Nous venons de voir Vladimir Poutine à Delhi, en train d'embrasser ou d'être embrassé par Narendra Modi, ce qui en dit long. Je veux dire, j'irais jusqu'à dire que l'Inde, en plus d'être humiliée par l'affirmation fallacieuse selon laquelle Donald Trump aurait instauré la paix entre elle et les Pakistanais, voit également Islamabad la surpasser dans sa cour auprès de Washington. Islamabad outdo them in its courtship of Washington. Also has another problem, and that is that was very much. Il y a aussi un autre problème qui est resté très en arrière-plan lors de la visite de Poutine à Delhi. La politique américaine a rapproché la Chine et la Russie. Or, par le passé, à l'époque soviétique, l'Inde pouvait compter sur le soutien de l'Union soviétique pour contrebalancer la Chine. Peut-elle encore le faire aujourd'hui? Vous savez, la Russie a tout intérêt à ne pas froisser les Chinois. Et je pense que la position de l'Inde, en tant qu'État pivot, sur le plan géopolitique, a été compromise. Quand on voit Modi et Poutine s'embrasser, c'est un peu comme s'ils en faisaient trop pour montrer l'affection qu'ils se portent et la solidité de la relation entre les deux pays. Et je sais que les échanges commerciaux entre l'Inde et la Russie sont importants. Fortement déséquilibré. Il n'y a aucun investissement russe en Inde, ce qui est pourtant ce à quoi on s'attendrait normalement lorsqu'un énorme excédent commercial en votre faveur se produit. C'est ainsi que les États-Unis ont procédé avec la Chine ou l'Inde, ou, à une époque antérieure, le Japon, Taïwan ou l'un des pays de l'ASEAN. Lorsqu'on a un excédent commercial, on prend l'argent et on l'investit dans l'autre partie, et on équilibre ainsi les échanges. Eh bien, il y a presque 100 milliards de dollars d'exportations russes vers l'Inde, si je me souviens bien, et peut-être 5 milliards d'exportations indiennes vers la Russie. Et pourtant, rien ne se passe, malgré tous les discours courageux. Quoi qu'il en soit, je pense que la position d'équilibre de l'Inde a été compromise par les évolutions géopolitiques, et cela ne se reflète pas pleinement dans la politique indienne. C'est vrai. Cependant, l'une des choses intéressantes qu'Anuradha m'a dites, c'est que les échanges commerciaux entre la Russie et l'Inde se font à environ 95% en monnaie locale. Les Russes détiennent désormais beaucoup de roupies, et ces roupies peuvent être utilisées pour acheter des biens ou des obligations d'État. Apparemment, ils essayent donc de trouver un moyen de rendre ce commerce bilatéral un peu plus utile. Parce que les Russes ont beaucoup plus de roupies qu'ils ne savent quoi en faire, et ils n'en veulent pas. Ils cherchent donc maintenant un moyen d'utiliser ces roupies, et ce serait en Inde. Eh bien, vous savez, la manière la plus évidente de le faire serait d'investir en Inde. Mais comme je l'ai dit, les entreprises russes ne semblent pas du tout intéressées par cela. Et je sais, d'après ma propre expérience en tant que président d'une société internationale de développement commercial, qu'il n'est pas facile de faire des affaires en Inde.
l'Inde a un niveau très élevé de protectionnisme dans sa politique et un système interne très bureaucratique. Elle est aussi parfois très politisée dans son approche des investisseurs étrangers qui se retrouvent en difficulté pour une raison ou une autre. Donc vous savez, si vous voulez attirer des investissements étrangers, il faut se rendre attractif. Et l'Inde n'a pas vraiment réussi autant qu'elle le devrait. Oui, donc ce n'est certainement pas un long fleuve tranquille. Et je veux dire, la comparaison entre l'Inde et la Chine montre bien qu'elles ont des populations de taille comparable, mais qu'elles évoluent sur des plans complètement différents en ce qui concerne le développement de leurs économies locales, n'est-ce pas? Peut-être pourrions-nous nous en servir pour passer à un autre théâtre que j'aimerais vraiment aborder avec toi, car au cours du dernier mois, as nutilam never care of few, très regrettable Ruthmin Utashme Stashin. Between Japan and China. And it was kick-started by Prime Minister Sanae Takaichi. Cela a été lancé par la première ministre Sanae Takeuchi, qui a fait, à mon avis, un commentaire vraiment stupide à la Diète japonaise, le Parlement japonais, en déclarant que si la Chine continentale utilisait sa marine contre Taïwan, elle considérerait cela comme une menace existentielle pour le Japon. Merci. Et cela lui permettrait de déployer les forces d'autodéfense. Maintenant, cela a énormément irrité la Chine. Comment interprétez-vous cela et ce qui a suivi? Parce que la réaction de la Chine a été bien plus forte que ce à quoi je m'attendais. Eh bien, je pense que, tout d'abord, Madame Takaichi a commis une erreur qu'une politicienne chevronnée comme elle ne devrait pas commettre. Celle de répondre à une question hypothétique. Elle n'aurait pas dû le faire. Mais ce faisant, elle a révélé sa véritable attitude, qui est d'ailleurs bien connue. Elle a toujours été très proche de Taïwan et des forces favorables à l'indépendance de Taïwan. Et bien sûr, comme vos auditeurs le savent sûrement, l'un des premiers actes du Japon dans la construction de son empire après la restauration de Meiji a été la conquête de Taïwan. Was the conquest of Taiwan. From 1895 to 1945, Taiwan was de 1895 à 1945, Taïwan faisait partie du Japon. Après environ 20 ou 25 ans à faire face à des insurrections et des rébellions, la marine japonaise parvint à mettre en œuvre une politique très efficace d'assimilation des Taïwanais au Japon. Les Taïwanais instruits menaient leurs débats en japonais et non dans le dialecte local, ni en mandarin. Quelle était donc la justification de l'expansion du Japon vers Taïwan? En partie, il s'agissait d'un prolongement de l'invasion de la Corée, du déplacement de la suzeraineté chinoise dans cette région. Mais cela ne prit pleinement effet qu'en 1905, 10 ans après que le Japon eut pris Taïwan. En réalité, le Japon avait auparavant été envahi par les Néerlandais depuis Taïwan. Les ports ouverts par traité que les Néerlandais avaient imposés au Japon pendant un certain temps l'avaient été à partir de là. Et le Japon, lorsqu'il a pris Taïwan, la considérait selon ses propres termes comme un porte-avions insubmersible. Cette expression était à l'origine japonaise, non américaine. Et il a utilisé Taïwan à cette fin. Lorsqu'il a mené ses invasions des Philippines, de Hong Kong et de l'Indochine, il les a lancées depuis Taïwan. Ainsi, la vision stratégique japonaise de Taïwan, que Douglas MacArthur, lorsqu'il était le vice-roi effectif dans les casernes de l'armée japonaise à Tokyo, après la Seconde Guerre mondiale, a accepté, était que Taïwan est stratégiquement très importante pour le Japon. Elle peut être utilisée par le Japon contre d'autres, mais elle peut aussi être utilisée par d'autres contre le Japon. Tout cela est donc profondément ancré dans la réflexion stratégique japonaise, et les Chinois en sont bien conscients. Et bien sûr, Taïwan reste séparé du reste de la Chine, ce qui constitue une humiliation pour le nationalisme chinois. Les deux révolutions, celle de 1911
et celle de 1949 visaient à éliminer la présence militaire étrangère, les zones d'influence étrangères et les seigneurs de guerre, c'est-à-dire les forces indépendantes qui n'acceptaient pas l'autorité du gouvernement central sur le territoire chinois. Mais à Taïwan, il existe encore non seulement une zone d'influence étrangère, mais aussi des troupes américaines, désormais en violation de nos accords avec la Chine. C'est donc une question d'une grande sensibilité, surtout au moment où la Chine, à mon avis, s'oriente vers une décision pour résoudre la question de Taïwan et faire à Taïwan une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Make Taiwan an offer that it cannot refuse. And that is what all the military demonstrations are about. C'est de cela qu'il s'agit dans toutes ces démonstrations militaires. Je ne pense pas que les Chinois veuillent une guerre à propos de Taïwan, même s'ils peuvent être prêts à en mener une si nécessaire. Mais ils veulent pouvoir impressionner Taïwan, et comme le prescrivait Sun Tzu, gagner sans combattre. Dans ce contexte, et cela se reflète également dans la législation interne et dans les archives diplomatiques à Tokyo, Takeuchi arrive et déclare en substance que Taïwan fait partie du périmètre défensif du Japon. Une attaque contre Taïwan justifierait le déploiement des forces japonaises, car elle affecterait la survie du Japon. Cette formulation est utilisée dans les politiques japonaises antérieures et la réinterprétation de l'article 9, c'est-à-dire l'élément pacifiste de la Constitution japonaise, repose sur l'expansion progressive de ce qui est considéré comme acceptable en matière de défense collective. Et la défense collective, pour le Japon, signifie s'allier aux États-Unis. Cela signifie donc, à son tour, s'associer aux États-Unis dans une intervention visant à sauver Taïwan d'une réintégration au reste de la Chine. Tout cela est donc très inquiétant pour les Chinois. C'est d'une importance stratégique, et le moment ne pourrait guère être plus mal choisi. Car l'effet net des déclarations du Premier ministre Takeuchi est d'encourager les Taïwanais à éviter les négociations avec la Chine continentale, et à compter sur le soutien de Tokyo ainsi que de Washington si les Chinois décident qu'ils doivent recourir à la force. Cela sape donc toute la stratégie chinoise visant à un règlement pacifique, et c'est pourquoi on observe la réaction actuelle. D'un autre côté, je dirais que la demande chinoise selon laquelle la première ministre Takeuchi devrait renier ses propres propos est politiquement impossible à satisfaire pour elle. En somme, ce que la Chine exige du Japon, c'est qu'il se débarrasse de la première ministre Takeuchi, qu'elle soit remplacée à ce poste, ce qui permettrait de repartir sur de nouvelles bases. Et cela est très difficile, mais pas impossible, compte tenu de la fragilité de sa coalition à la diète. Elle a une position extrêmement faible, même si elle est actuellement populaire auprès du public, en partie parce qu'elle est la première femme au corps première ministre. Mais pour le Japon, c'est encore pire, car vous savez, avant son commentaire, il n'y avait pas de décision claire. Pas de « nous le ferions » ni de « nous ne le ferions pas ». Le Premier ministre Abe avait géré cela de manière très stratégique, et maintenant, il sera impossible de revenir en arrière. Non, c'est vrai. Eh bien, c'est bien sûr similaire d'une certaine manière. Parallèle aux 4 déclarations de Joe Biden qui violaient la loi sur les relations avec Taïwan, laquelle ne prévoit aucun engagement à défendre Taïwan, mais s'engage à aider Taïwan à se défendre elle-même, en attendant une réunification si tel est le résultat des négociations à travers le détroit. C'est ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. La première ministre Takeuchi vient de détruire l'ambiguïté stratégique avec laquelle le Japon avait habilement géré cette question, et elle l'a replacée au centre du débat. C'est bien sûr bien plus lourd de conséquences que l'annexion des Senkaku par la ville de Tokyo sous Ishihara, la nationalisation des îles Senkaku, qui avait été traitée, vous savez, comme « ne nous en occupons pas ». Let's not deal with this. Both sides had agreed.
Suddenly, Les deux parties étaient tombées d'accord. Puis soudainement, sous l'administration Hashimoto, nous avons cessé de contourner la question. À présent, chaque camp est obligé de démontrer qu'il a une revendication légitime sur cet ensemble de rochers sans valeur. 5 rochers perdus au milieu de nulle part, portant un nom français qui a été traduit en japonais. Les pinacles, je suppose. Quoi qu'il en soit, vous savez, le Japon a un problème avec la Chine, avec la Corée, et dans une certaine mesure avec d'autres pays d'Asie-Pacifique, parce qu'il a présenté des excuses sans véritable remords. it has offered apologies without convincing remorse. Oui. Tu sais ce que je regrette le plus ici, c'est que le Japon, d'un côté, a fait quelque chose de très bien. Il a dit plus jamais la guerre, n'est-ce pas? Et il l'a inscrit dans la Constitution. Il y a un bon article qui montre que ce n'était pas seulement une addition américaine, mais que les Japonais y ont aussi contribué. Let's remember, however, Rappelons-nous toutefois que la Constitution a été rédigée par des Américains et que les mêmes personnes, les mêmes familles qui dirigeaient le Japon à l'époque du militarisme dirigent aujourd'hui le Japon. are now running Japan. C'est vrai, c'est vrai. Je vais t'envoyer un article intéressant qui montre comment des pacifistes japonais de gauche ont participé à la rédaction de l'article 9. Mais bref, je voulais dire que cette idée du plus jamais la guerre est en réalité très très forte dans la population. Mais cela signifie aussi que tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes les souffrances, est projeté sur la guerre elle-même. Même les Japonais de gauche d'aujourd'hui, bien intentionnés, ne comprennent pas vraiment pourquoi les Chinois en gardent encore autant d'amertume. Parce que la guerre, c'est la guerre, non? Tout le monde meurt. Des gens sont morts à Hiroshima, des gens sont morts à Nankin. La guerre, c'est la guerre. Et ça, Oh, that's the point I'm making. C'est quelque chose que, c'est précisément le point que je veux souligner, pour diverses raisons très complexes, mais qui, selon moi, trouvent en partie leurs racines dans la tradition confucéenne du Japon. On ne peut pas condamner ses ancêtres comme criminels de guerre. C'est tout simplement impossible. Et c'est ainsi que nous avons eu toute une série de controverses et de débats autour des manuels scolaires. Comment caractériser ce qui s'est passé? Une grande partie de ce qui a été écrit est disculpatoire, sans reconnaissance de culpabilité. Et cela est lu par les Coréens et les Chinois, qui en éprouvent un profond ressentiment. Je me souviens d'une controverse sur un manuel scolaire lorsque j'étais chargé d'affaires à Pékin, et j'avais un très bon ami au ministère des Affaires étrangères qui m'avait invité à dîner au Tingliguan, le pavillon, pour écouter les Loriots au palais d'été. Et je lui disais, je plaidais, je disais, tu sais, il faut vraiment trouver un moyen d'arranger les choses. Really, you've got to find a way to patch this up. I mean, Japan is far too important a country for you to be. Je veux dire, le Japon est un pays bien trop important pour qu'on lui soit hostile sur le plan émotionnel, comme on a pu le voir dans ses manifestations, et ainsi de suite. Et c'était une personne très calme. Je ne l'ai jamais vu perdre son sang-froid, sauf cette fois-là. Il est devenu pourpre de colère et a dit « 5 millions de morts, et vous voulez que j'oublie ça? Mes proches sont morts. Vous voulez que j'oublie ça? » Et j'ai compris, vous savez, que nous n'avons pas, chez les Chinois ou les Coréens d'ailleurs, ce genre de mémoire obsessionnelle qu'on trouve chez les Juifs européens à propos de l'Holocauste. Mais les sentiments, le traumatisme, sont tout aussi profonds. Et le Japon n'a pas su faire face à cela. J'ai beaucoup d'amis japonais, je comprends leurs difficultés, mais je pense que la politique japonaise n'a pas su affronter l'héritage de la construction impériale. Of empire building. et c'est aussi une conséquence, vous savez, de la nécessité de transformer l'ancien ennemi juré, les États-Unis, en principal allié. Je veux dire, d'une certaine manière, il faut bien rationaliser cela, non? Et la façon de le faire, c'est de dire que la guerre elle-même est le problème.
Mais cela vous disculpe de ce qui s'est passé, de ce que vous avez fait auparavant. Et c'est un énorme problème. Et moi, je me demande ce qu'on peut faire pour rétablir les relations entre la Chine et le Japon. Parce que eh bien, je pense qu'il manque quelque chose, Pascal, que nous avions autrefois. Je parle de l'époque où j'étais à Pékin comme chargé d'affaires, et même avant, dans les années 1970 et 1980. Il y avait des anciens Japonais et des anciens Chinois qui n'étaient pas des responsables en fonction, mais d'anciens responsables, peut-être des personnalités éminentes, qui menaient des dialogues discrets et se faisaient mutuellement confiance. Je veux dire, ils se comprenaient et parvenaient à trouver des solutions aux problèmes. Je veux dire, bien sûr, ils n'ont pas résolu le problème. Ils l'ont rafistolé. Ils ont mis des pansements sur le problème au lieu de stopper les blessures. Mais ils ont empêché la relation de dérailler, ce qui est essentiellement le cas maintenant. Je veux dire, pour le moment, il n'y a pas de sortie évidente, sauf la démission du Premier ministre Takeuchi. Vous savez, le Premier ministre, donc Takeuchi, oui, Takeuchi. Je pense donc que c'est une très mauvaise situation, parce que, entre autres, si c'est effectivement la seule solution, les Japonais en seront humiliés. Et humilier les Japonais n'est pas une bonne idée. Non, mais certaines personnes disent que les Américains auraient pu être impliqués là-dedans, comme Donald Trump, puisqu'elle a rencontré Donald Trump seulement, disons, 2 semaines avant. Quoi? Avant quoi? Elle a dit « Je ne le crois pas. Je pense que c'était simplement un lapsus de sa part. » En gros. Mais penses-tu que les États-Unis soient d'une manière ou d'une autre impliqués dans ce différend? Non. Je pense que les États-Unis se sont retenus et ont essentiellement conseillé les deux parties, comme j'ai essayé de le faire lors de l'incident au Tingli-Guan que j'ai mentionné. Vous savez, calmer les choses et trouver une solution. Et c'est particulièrement vrai parce qu'une partie du démantèlement de l'ordre mondial par l'administration Trump, dans le document de la stratégie de sécurité nationale dont nous parlions plus tôt, consiste à normaliser les relations avec la Russie sur le théâtre européen et sur le théâtre asiatique, à considérer la Chine comme un concurrent économique plutôt qu'en termes militaires. Ainsi, les États-Unis étaient assez ambivalents sur la question de Taïwan sous l'administration Trump. Et je remarque que le président Trump, dont la vanité est immense, souhaite être honoré à Pékin en avril. Et cela signifie que rien ne se produira pour offenser la Chine tant qu'il aura un certain contrôle sur la situation. Bien sûr, il n'a pas un contrôle total sur sa propre administration. Mais rien ne se passera avant avril qui puisse provoquer une confrontation entre les États-Unis et la Chine. Dans ce contexte, je pense que de nombreux Japonais sont mal à l'aise face au manque de soutien ferme de la part des États-Unis. Mais je pense qu'on peut comprendre pourquoi c'est le cas. Oui, oui, bien sûr. Le Japon est actuellement dans une très mauvaise situation qu'il a lui-même provoquée. Mais peut-être pouvons-nous utiliser les 5 dernières minutes pour revenir à la question de Taïwan. J'ai rédigé un article il y a quelques mois, enfin environ 1 an, sur le fait que, pour que Taïwan et la Chine, ou la République de Chine et la République populaire de Chine, puissent avoir un avenir commun qui ne se termine pas par une guerre, il ne faut pas nécessairement une solution, mais un minimum auquel aucune des deux parties ne pourrait dire non. Selon vous, quelle est la condition minimale pour que la République populaire de Chine, le continent, poursuive une politique de non-recours à la force létale contre l'île? Oui, eh bien, en fait, nous avions une telle formule des deux côtés.
Les deux parties étaient d'accord sur le fait qu'il n'y avait qu'une seule Chine, même si elles avaient des interprétations différentes de ce que cela signifiait. Mais cela a été détruit par le Ming Xinjiang, le Parti démocrate progressiste à Taïwan, le DPP. Et Lai Ching-te, qui est actuellement le dirigeant de Taïwan, ne semble pas avoir conscience de l'importance de cela pour le maintien de la paix. L'idée de base était que cela donnait à la Chine continentale une raison de repousser le problème. En d'autres termes, si vous pensez que la réunification est la bonne chose à faire et qu'elle est inévitable, et que les deux parties conviennent qu'il n'y a qu'une seule Chine, mais qu'elles ne sont pas d'accord sur certains détails, alors vous pouvez trouver toutes sortes de compromis. Then you can make all kinds of compromises. So, in the Ma Ying-jeou era, when he was Ainsi, à l'époque de Ma Ying-jeou, lorsqu'il était le dirigeant de Taïwan, il a effectivement rencontré Xi Jinping à Singapour. Mais d'autres sujets avaient été abordés sans aboutir. Par exemple, il discutait en privé de questions telles que « Eh bien, Taipei, vous représentez la Chine, car personne ne reconnaît Taïwan comme un pays. On reconnaît Taipei comme le gouvernement de la Chine, si on le reconnaît tout court. Ainsi, vous avez une représentation au Guatemala, par exemple. Pourquoi ne pas conclure un accord selon lequel vous auriez une représentation et fourniriez des services consulaires à tous les Chinois de Taïwan et du continent, et nous ferions de même pour vous au Brésil, où nous avons des relations. Vous savez, il parlait de ce genre de choses. C'était très pragmatique. Malheureusement, les mouvements indépendantistes à Taïwan, qui relèvent de la politique identitaire, un phénomène très familier à notre époque, ont pris le dessus sur ces discussions et ces ententes. Nous avons donc maintenant une tradition initiée par Lee Teng-hui, qui n'est plus parmi nous, mais qui était très favorable à l'indépendance. Et d'ailleurs, il pensait être japonais jusqu'à l'âge de 20 ans. Des Japonais qui ont parlé avec lui m'ont dit qu'il s'exprimait comme un Japonais des années 1930, un Japonais très élégant et formel, du genre qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Son mandarin, en revanche, était médiocre. Je l'ai rencontré de nombreuses fois, et vous savez, c'était un Hakka. Il parlait très bien le Hakka et très bien le Hokkien, le dialecte taïwanais. Bref, vous savez, il a lancé cela lorsqu'il a choisi, en juillet 1999, d'intervenir sur Deutsche Welle. Il a choisi ce média avec beaucoup de soin pour dire qu'il y avait deux États, mais que cela n'excluait pas une réunification future. Quelque chose que les Allemands pouvaient comprendre à cause de la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Mais cela a été perçu, à juste titre, par les gens à Pékin comme une déclaration d'indépendance. Il y a désormais deux États. C'est donc là la racine de la thèse du DPP qui les a finalement conduits à rejeter la doctrine d'une seule Chine, laquelle avait constitué, si l'on peut dire, la fiction juridique, ayant facilité les échanges politiques à travers le détroit et donné à Pékin une raison de ne pas se préparer à prendre Taïwan par la force. C'est intéressant. Jusqu'en 1999, lorsque Lee Teng-hui a annoncé cette doctrine des deux États, la Chine n'avait pas construit un seul navire de débarquement. Il n'avait fait aucun effort. Sur le plan rhétorique, il parlait de libérer Taïwan du Kuomintang. Mais en réalité, il ne faisait rien. Après cela, ils ont entamé un processus de modernisation militaire dirigé contre Taïwan, qui a désormais abouti à un avantage militaire chinois écrasant dans le détroit de Taïwan. Vous savez, si les États-Unis et le Japon entrent en guerre avec la Chine à propos de Taïwan, nous serons très gravement touchés. Les Chinois le seront aussi, mais ils ont une capacité de reconstruction que nous n'avons pas. Donc, votre question est pertinente, mais je ne sais pas comment nous pourrions revenir à cela. Je pense que les Chinois se satisferaient d'un arrangement qui ferait de la réunification le résultat logique du temps qui passe.
Mais si le résultat logique du temps qui passe est un renforcement des engagements du Japon et des États-Unis à maintenir la séparation de Taïwan du continent, ce que la déclaration de Takeuchi semblait signifier, alors je ne pense pas que nous ayons une base pour une paix durable. Then I don't think we have a basis for continued peace. What's the minimum viable product or Quel est le produit ou projet minimum viable qui n'entraînerait pas de recours à la force? J'espère vraiment qu'ils le trouveront, car en un sens, cette fiction juridique dont tu parlais est brillante, n'est-ce pas? C'est comme si les deux parties l'acceptaient pour des raisons différentes, et cela maintient la paix, même si cela ne résout pas le problème. C'est un peu comme en informatique. Quand on a un bug, on le corrige ou on trouve une solution de contournement. On crée une solution de contournement qui colmate le problème. C'est comme... Well, this is very Chinese. And I've often said, Eh bien, c'est très chinois. Et j'ai souvent dit, en pensant à la question des Senkaku ou des Diaoyutai, que si les Japonais étaient chinois, ils trouveraient un moyen d'apaiser la situation. Si vous vous souvenez, Jinmen et Mazu, Kinmen et Mazu, qui font partie de la province du Fujian, les Chinois des deux camps de la guerre civile se tiraient dessus un jour sur deux. Ainsi, les lundis, mercredis et vendredis, les communistes chinois tiraient sur le Kuomintang, et les mardis, jeudis et samedis, le Kuomintang ripostait. Tout le monde entretenait la fiction d'une guerre, mais personne ne tuait personne, vous voyez. Donc, vous savez, les Chinois sont tout à fait capables de trouver des solutions créatives. Voici le principal obstacle, et c'est pourquoi, encore une fois, le commentaire de Takeichi est si dommageable. Les Chinois voient les Américains, et maintenant les Japonais, encourager une réticence à discuter de toute forme d'arrangement à travers le détroit. Nous aimons le statu quo, c'est-à-dire que Taïwan est indépendante, anticommuniste et alignée avec nous. En ce qui concerne les relations entre Taïwan et le Japon, de nombreux Taïwanais éprouvent des sentiments très chaleureux envers le Japon, et inversement. C'est une différence notable. Et encore une fois, cela remonte au fait que c'était la marine japonaise, et non l'armée du Guandong, qui administrait Taïwan. L'armée du Guandong en Corée a apparemment réussi à créer une inimitié éternelle. Mais dans le cas de Taïwan, la réaction a été empreinte d'affection. Et c'est aussi une mémoire historique qui fonctionne simplement de différentes manières. Je veux dire, les Japonais ont également causé beaucoup de tort à Singapour, par exemple. Mais les relations entre Singapour et le Japon sont excellentes. Non, je veux dire, les gens font, vous savez, comme quelqu'un l'a dit à propos de la guerre à Gaza, des choses arrivent. Mais vous savez, cela ne l'excuse pas. J'aimerais vous envoyer quelque chose que j'ai écrit lors d'un long vol de Washington à Taipei, intitulé « Même détroit, rêves différents », sur les attitudes des gens du continent, de Taïwan, du Japon et des États-Unis, sur ce qu'est cette situation et comment elle est née. Vous pourriez trouver cela intéressant. Je vais voir si je peux retrouver un exemplaire. Il a été publié, mais je n'ai pas de copie de la version publiée sous la main. I don't have a copy of the published version handy. Si vous pouvez me l'envoyer, j'essaierai aussi de le rendre disponible pour d'autres personnes qui aimeraient le lire. Je demande toujours aux gens où ils peuvent vous trouver. Je veux dire, vous, ambassadeur Freeman, vous avez votre propre page d'accueil où vous regroupez également tous vos écrits. Je dirigerai donc tout le monde là-bas. Y a-t-il un autre endroit où les gens devraient aller pour découvrir votre travail? Non, mais je pense que sur la question des relations entre les États-Unis et la Chine, la conférence que j'ai donnée à l'Université Brown il y a environ une semaine mérite d'être regardée.
Il y a une vidéo de celle-ci où vous pouvez la lire. Nous n'avons pas vraiment parlé des relations entre les États-Unis et la Chine, mais l'effort pour réduire les tensions et traiter uniquement les questions économiques est une entreprise très périlleuse. Cela pourrait ne pas fonctionner. Il existe des enjeux de sécurité sous-jacents très sérieux, dont certains que nous avons déjà évoqués. J'en ai parlé de manière assez directe, et je suppose que vous avez vu cela. Oui, je l'ai fait, ainsi que le texte que vous avez écrit. Je vais y diriger les gens et j'enverrai également des copies via Substack. Ambassadeur Chas Freeman, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Bonne journée, Pascal, toi aussi. You too.